Winston Churchill disait « Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Une leçon que devraient retenir beaucoup d'entrepreneurs crispés par l'échec. Vous l'aurez compris, ce numéro de Startup, l'émission des entrepreneurs et de la création d'entreprises sur Décideur TV, sera consacré à un tabou français, l'insuccès, le naufrage, le fiasco, le bide, la lose. Bref, vous l'exprimerez chacun à votre façon. Nous allons parler aujourd'hui de l'échec. Et pour célébrer l'échec en entreprise, j'ai le plaisir de recevoir deux entrepreneurs qui ont connu l'échec dans leur vie. Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis quelques mois le président du Conseil national du numérique, une nouvelle instance chargée d'accompagner le gouvernement dans ses réflexions sur le secteur. Mais dans cette émission, ce qui va plus nous intéresser, c'est votre parcours d'entrepreneur. On ne compte plus le nombre d'entreprises que vous avez créées, fondateur de MusiWeb, Eyeka, MXP4, Digibonus, qui furent, comme vous le dites, autant d'échecs avant de devenir des succès. Vous allez nous raconter tout ça dans cette émission. À vos côtés, Guillaume Berthollet, bonjour. Bonjour. Blogueur, conférencier, entrepreneur également à de multiples reprises. Vous êtes d'ailleurs actuellement en train de créer une nouvelle société. Et vous avez été également responsable et fondateur de l'incubateur d'HEC. C'est cela. Incubateur, c'est de start-up. Voilà, une couveuse d'entreprise en fait pour le protéger de l'environnement extérieur, pour diminuer leur risque d'échec. En fait. Exactement. Je rappelle que nous sommes en direct pour cette émission. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, vos anecdotes, vos remarques, vos commentaires sur l'échec. Nous y répondrons tout au long de cette émission. J'aimerais commencer avec vous, Gilles. Comme je disais, vous avez monté beaucoup d'entreprises qui furent de votre aveu des échecs avant de devenir des succès. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire très brièvement ? En fait, on a beaucoup plus d'échecs que de succès quand on monte des sociétés. Je crois que je n'ai pas une de mes sociétés qui n'a pas, à un moment ou à un autre, été menacée par le dépôt de bilan. Donc, c'est manifeste. Et il me semble que c'est une caractéristique forte des nouveaux entrepreneurs du numérique, c'est-à-dire que c'est des gens qui, par définition, essaient de changer les choses, de changer les modèles et qui sont confrontés à l'échec plus que les autres. Mais dans la mesure où, s'ils arrivent à assumer leurs échecs, ont plus de chances de réussir, à mon avis, que les autres également. Voilà, donc, un ou deux exemples, une ou deux anecdotes. MusiWeb, une société que j'avais créée en 2000, avec à l'époque de la bulle, on avait levé de l'argent. Et bien 2 ans plus tard, on n'avait pas de produit, pas de business model, pas de marché, pas de clients, on n'avait plus rien. Et on était absolument condamnés. Et je crois qu'à ce moment-là, je me disais, bon, mais c'est vraiment… on est dans le mur, on va quand même essayer de continuer à faire fonctionner la société. Mais tout mon entourage et au-delà, était convaincu que la société allait couler à court terme. Et vous avez continué et ça s'est transformé en un succès. Et ça s'est transformé en un succès. Avec du recul, pourquoi est-ce que c'est si important, messieurs, d'échouer ou du moins de ne pas renier ces échecs pour un entrepreneur, comme vous le faites d'ailleurs ? Pourquoi est-ce que l'échec c'est important ? L'échec c'est important d'abord parce que je crois qu'on n'est pas… on est ce qu'on est et on n'est pas ce qu'on fait. Voilà. Et je crois qu'en France, on a le problème, c'est qu'on fait la confusion des deux. C'est-à-dire qu'on dit t'es nul, ou on se dit je suis nul. Et c'est pas, on n'est jamais nul. Je veux dire, chacun individuellement, on a nos qualités et c'est pas ce qu'on fait, ce qu'on est, mais ce qu'on fait, c'est une qualité, une valeur qui est forcément différente de ce qu'on est. Et si ça ne marche pas, eh bien, il faut que ça change. Guillaume, un mot aussi sur l'importance de l'échec pour l'entrepreneur ? Alors, l'importance de l'échec, avant qu'on crée sa première boîte, je pense qu'on a peur de l'échec, du gros échec. On se dit, si je lance quelque chose, que ça ne marche pas, ma vie est foutue, je rebondirai jamais. Et puis, chemin faisant, on se lance quand même. On va au-delà de cette crainte de l'échec. Et on se rend compte que finalement, il n'y a pas un gros échec, il y a plein de petits échecs mis bout à bout. Et c'est peut-être ça justement qui a fait qu'avec la nouvelle économie, on parle plus de l'échec en création d'entreprise. C'est qu'il y a eu un peu une compression du temps où tout va plus vite, on peut tester beaucoup plus de choses avec un peu moins d'argent investi. Et du coup, on devient capable en tant qu'entrepreneur d'apprendre par essai-erreur. Ce que des inventeurs faisaient avant, maintenant on arrive à le faire dans des créations d'entreprises, sur des sites web, des applis mobiles, des choses numériques. Et on arrive comme ça à tester, très vite apprendre, reculer un peu, revenir, changer de voie, ce que Gilles a fait dans certaines de ses sociétés. Et finalement, de se dire, il n'y a pas un gros échec. Le pire échec, c'est de ne pas tenir compte des petites erreurs qu'on fait en chemin. Parce que là, pour le coup, on construit une grosse boule de neige et à un moment donné, on fracasse un mur. Et là, c'est le gros échec. Et c'est pour ça que c'est important d'ouvrir les yeux. Apprendre de ses erreurs.
Exactement. On parlait avec Gilles tout à l'heure justement de cette différence culturelle en fait, entre les États-Unis et la France. Accepter ses échecs, c'est une notion qui est très américaine, pays où l'on valorise les tentatives et où on accable moins l'échec. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette culture en France? Pourquoi est-ce que c'est un tabou d'échouer en France, à votre avis? Moi, je crois qu'il y a une crispation de la société française qui a eu du mal, je pense, dans les 20 ou 30 dernières années à évoluer. Et je crois que quand les gens ont peur, eh bien, le phénomène de la pensée unique émerge. Et donc, dès que vous sortez du moule, vous êtes en danger. Donc ça, je crois que c'est vraiment extrêmement anxiogène. Et il faut casser ce modèle. Je veux dire, la réalité, c'est que quand vous n'êtes pas ce que vous faites, eh bien, ce que vous faites, c'est aussi un facteur d'épanouissement fort. Et il faut sortir des sentiers battus. C'est comme ça que les gens deviennent heureux aussi. C'est en étant différent, en pensant différemment, en s'exprimant différemment. C'est quelque chose d'important. Je pense que la société change énormément. Je crois que la génération qui vient est profondément différente de celle qui ont précédé. Et je pense que l'échec devient accepté. On ne parle plus des acquis, on parle de l'innovation. C'est une différence. Je pense on parle beaucoup de l'échec, c'est en train de devenir un thème à la mode, et heureusement, et tant mieux, et plus on sera à en parler, mieux ce sera. Mais je pense qu'on avait aussi un problème avec le succès. Tout simplement, on n'a pas qu'un problème avec l'échec, on a un problème avec le fait de dire, et ça vient d'une culture entrepreneuriale qui était peut-être un peu moindre chez nous que dans les pays anglo-saxons, et qui est en train un peu de s'ouvrir, de se libéraliser. Maintenant, quand on parle avec des étudiants, avec des jeunes, même avant leurs études, créer une entreprise, ça devient un passage potentiel, possible dans la vie, dans sa carrière. On est un pays de vieilles entreprises, d'administration, donc des carrières sur les générations avant, les générations de nos parents, où il y avait des carrières un peu toutes tracées, assez longues dans la vie. Maintenant, on a des carrières qui sont beaucoup plus en rupture, avec des périodes de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, où on va tester différents jobs, et créer sa boîte ou lancer son activité à soi, ça devient un passage comme un autre. Et du coup, on a eu une génération qui a connu ça avec la bulle et qui porte un peu haut ses couleurs, mais qui ont réussi aussi, qui se sont plantés. Et je pense que les deux sont importants parce qu'à un moment donné, c'est des gens qui sont capables de dire « j'ai réussi, mais avant de réussir, je me suis aussi planté et j'ai appris plein de choses. Et je peux faire plein de choses. » Et ça décomplexe un petit peu, ça ouvre la voie. En fait, on manquait de cette première génération et de gens qui ont réussi et qui, parce qu'ils ont réussi financièrement aussi, vont aider ceux qui vont prendre la suite. Et j'ai l'impression que ce moteur est en train de se mettre en place. Est-ce que ce n'est pas propre aussi à un secteur d'activité? On parlait des nouvelles technologies où c'est beaucoup plus facile de rebondir, où il y a moins de capitaux, de fonds à mettre. D'ailleurs, dans la Silicon Valley, ça vient, voilà, la culture de l'échec vient de la Silicon Valley. Est-ce que ça peut se diffuser au-delà des nouvelles technologies, cette culture de l'échec? Il n'y a aucun doute que la société du numérique, c'est une société qui est une société rupturiste. Parce qu'on a changé le mode du management dans les entreprises. La façon dont Facebook, Google managent leur société ont amené une littérature prolifique aux États-Unis sur les nouveaux processus de management qui sont très transversaux. Et d'une façon générale, quand on est dans des systèmes qui créent des milliers d'emplois en quelques mois, quelques années, eh bien, on amène une rupture qui valorise les gens qui pensent différemment. Ça, je crois que c'est vraiment important. Il me semble qu'il y a autre chose qu'on peut acquérir du modèle anglo-saxon, c'est, je crois, la notion de bienveillance en entreprise et d'ailleurs en général. Vous remarquerez que les Américains, c'est assez rare qu'ils disent d'un concurrent « ah mais ça, c'est pas bien ». Ils vont vous dire « ah oui, ça, cette société, elle est super, nous, on ne fait pas tout à fait pareil ». Et je crois que cette notion de bienveillance, elle est importante parce que finalement, la bienveillance, c'est une façon de anéantir la peur. Et la peur, c'est le pire ennemi de la créativité, de la possibilité, de la pensée disruptive. Voilà. C'est quelque chose, d'ailleurs, je le dis, j'en profite. J'avais fait une conférence sur l'échec il y a 8 mois là-dessus. Le slideshow se trouve sur slideshare.com. Et c'est vraiment, j'explique dans ce slideshow cette notion que je rattache à ces notions de bienveillance et de peur qui me semblent vraiment essentielles. Je propose de faire une petite pause dans cette émission. On va écouter le témoignage d'un entrepreneur qui a connu un échec, qui s'appelle Aziz Seni, sur le blog Entrepreneur Grand Angle, sur l'express.fr. Il nous raconte qu'il a échoué durant la crise, il a connu une petite phase de turbulence, mais il a réussi à se relever. On l'écoute et on revient juste après. Tu as pris une dérouillée comme jamais on a vécu en 11 ans. Le bateau a tangué très fortement. Et ça a été très
très dur, vraiment très dur. Peut-être que la qualité de l'entrepreneur, c'est que quand il est en bas, il garde le moral. J'avais un prof de judo qui disait que on ne doit pas reprocher le manque de courage à celui qui chute, on peut le reprocher à celui qui ne se relève pas. Je rebondis sur cette interview d'Aziz Seni avec une question Twitter de Claire-Marie. Comment retrouver l'envie et l'élan après un échec? Comment est-ce qu'on fait pour se remettre, être de nouveau positif? Je pense déjà qu'il faut digérer. Il faut digérer l'échec. Quand il a été, comme c'est le cas parfois en création d'entreprise, ce n'est pas un monde facile. Il peut être violent pour soi, pour ses proches, pour ses finances. Je pense qu'il faut chercher avant tout à se reconstruire, mais quand même à ne pas oublier trop vite comment on s'est planté. Je pense qu'une bonne façon de digérer, c'est d'en parler. Et en parlant, on prend conscience de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mal fait. Et puis il faut se dire, voilà, la vie est longue, on aura encore plein d'occasions de rebondir, d'essayer. Mais je pense en parler et prendre du temps pour soi, pour se reconstruire. Je suis entièrement d'accord. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Et donc, regardez ce que vous n'avez pas bien fait et dans le même élan, regardez ce que vous avez bien fait. Et cherchez à améliorer ce que vous n'avez pas bien fait. Je crois que ça, c'est ce que tous les livres de management vous disent d'une façon générale. Je crois vraiment que si vous vous assimilez à votre échec, là, vous êtes dans une situation qui est compliquée, qui est dangereuse. Et moi, je crois que l'erreur que font en particulier les Latins, les Français, c'est d'avoir cette conviction que parce qu'on s'est planté, eh bien, soi-même, on est investi dans ce plantage. Et moi, je le dis toujours, je crois que les gens seraient surpris de voir à quel point les gens qu'on met sur un piédestal, finalement, sont remplis de faiblesses. Moi, je le dis assez souvent. Par exemple, quelque chose que j'aime bien dire, c'est que je suis moins intelligent que les autres. C'est-à-dire que j'ai un QI de 96 et je l'ai refait, j'ai fait plusieurs tests et tout ça. Ça amuse toujours. Les gens sont sidérés que je dise ça, mais c'est pas grave. Je veux dire, je le sais, c'est acquis et ça n'est pas déterminant. Ce QI, c'est une des facettes de ma personnalité. J'en ai d'autres et c'est pas ça qui me fait, quoi. Sur votre blog, vous avez écrit un article justement sur l'anti-CV. C'est-à-dire que sur le CV, on met toujours ses succès. Vous avez repris votre CV et vous avez mis tous vos échecs. Enfin, vous avez repris les mêmes expériences, mais en mode échec. Qu'est-ce que ça apprend, ça? Ça relativise les expériences? Ça apprend, ouais. C'est un moment où j'étais en train de refaire mon CV. J'ai eu une expérience chez Microsoft, donc start-up qui est devenue grosse boîte. Et donc quand je suis rentré chez eux, j'ai refait un CV. Et je me suis dit, mais quel pipeau je mets dedans. Mais on le fait tous, on le fait tous forcément. Et on enjolive. Finalement, je pense qu'à la fin de sa carrière professionnelle, si on reprend tous les CV, on ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et je me suis dit, mais c'est pas ça. On parle en entrepreneuriat de quelles sont vos erreurs. Moi, à chaque fois que je recrutais quelqu'un, je lui demandais c'est quoi la pire erreur dans le business que tu as fait, qu'est-ce que tu en as retiré. Et je me suis dit, mais on gagnerait beaucoup de temps à avoir des CV où les gens disent voilà, j'ai fait ça de telle période à telle période, ça j'ai mal fait, voilà ce que j'en ai retenu, je ne l'ai pas refait après. Et finalement, voilà, ça ne sert à rien de dire j'ai eu que des succès, j'ai fait que des choses bonnes. Parce que la personne qui a fait que des choses bonnes, j'ai pas envie de la recruter. Moi, j'ai peur qu'elle fasse sa pire bêtise chez moi. Donc, j'ai plutôt envie de gens qui ont pris un peu des bugnes sur les côtés et qui arrivent chez moi en disant bon, je sais pas tout faire, mais par contre, je sais voir quand je me plante. Justement, on va rebondir sur une question d'un internaute qui demande comment convaincre ses investisseurs que l'on sera meilleur la deuxième fois, qu'il peut à nouveau nous faire confiance. C'est le succès en entreprise, c'est un mélange de foi absolue et en même temps de doute complet. Alors je sais, les gens disent toujours c'est du gloubi-gouluga quand je dis ça, mais c'est vraiment une des rares convictions que j'ai acquises, c'est qu'il faut avoir une foi un petit peu dans la vision, dans la projection de son produit, en même temps accepter qu'on se fasse démolir intégralement. Et ça, on n'a pas le temps de rentrer dans l'exemple de chacun de mes sociétés, mais c'est vraiment quelque chose que je constate de façon tout à fait systématique. Et vis-à-vis des investisseurs, je pense que ce que les investisseurs veulent comprendre, c'est que finalement, vous avez une sorte de conviction, une vision qui est étayée et que vous acceptez la remise en cause. Un investisseur, je crois qu'il est intéressé de voir qu'il est capable d'établir un dialogue avec vous. Si vous lui dites, notamment si vous lui dites de façon agressive, mais écoute, tu ne perçois pas, vous ne percevez pas ce que je veux faire, vous ne comprenez rien et tout ça, c'est évident qu'il ne va pas vous faire confiance. Si en revanche vous lui dites, écoutez, c'est intéressant ce que vous dites, moi je pense qu'il y a un marché pour ce produit, et je tiens
je prends en compte vos observations et peut-être qu'il faut le faire de façon un peu différente. Je pense que là, vous marquez des points. C'est intéressant aussi de voir qu'en France, quand un entrepreneur dépose le bilan, son nom est affiché pendant 3 ans sur un fichier de la Banque de France. Après, c'est beaucoup plus difficile pour lui de réemprunter. Est-ce que ça ne fait pas partie un peu justement de cette culture française où oui, alors on dégage un peu des risques? Déjà, maintenant, le dépôt de bilan est plus passible de prison. Donc déjà, on a progressé. Mais pour revenir sur la question de comment, une fois que je me suis planté, comment j'arrive à convaincre quelqu'un, je pense qu'il y a une règle très simple. C'est la règle de base du commerce, pas du business, mais du commerce depuis la nuit des temps. C'est le fait d'avoir été un partenaire fiable et droit dans ses bottes. Si on s'est planté et qu'on n'a pas volé de l'argent, qu'on n'a pas menti, qu'on n'a pas caché des choses, qu'on ne s'est pas caché à soi-même ses erreurs et qu'on a été dans la relation avec ses investisseurs, quelqu'un de franc, direct et puis honnête, je pense que l'honnêteté a une vraie valeur là. C'est si on s'est planté honnêtement et qu'on a tiré les conséquences, je pense qu'il faudrait être bête pour ne pas refaire confiance. Justement, il y a un acquis. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que les fonds, ce n'est pas la Banque de France. Moi, je connais des fonds qui ont investi sur des gens qui se sont plantés. Je connais même des gens dans les fonds qui me disent c'est un critère prépondérant de choix. À midi, j'ai déjeuné avec quelqu'un qui me parlait du banquier qui a financé Jean-Marie Messier quand il a rebondi. C'est un Américain. Et il a dit je ne l'aurais jamais financé s'il ne s'était pas complètement planté. C'est amusant, je trouve. Question d'un internaute, on enchaîne. Quel est le rôle des banquiers, des institutionnels, des business angels dans cette non-acceptation de l'échec en France? Mais il est positif, il est positif. Je veux dire, il faut être conscient qu'on bénéficie d'un excellent écosystème à l'égard du capital risque. On a le 3e au monde après les États-Unis et l'Angleterre, et ce sont des gens qui, pour nombre d'entre eux, sont des entrepreneurs, et qui finalement, toutes ces pratiques qu'on évoque, cette acceptation de l'échec, ils l'amènent. C'est des gens qui sont rupturistes par rapport à BNP, qui fait du bas de bilan, finance par la dette. Dernière question des internautes pour cette émission. C'est quoi votre meilleure méthode pour se changer les idées après un échec ? Est-ce qu'on repart tout de suite à l'aventure ou est-ce qu'il faut une phase quand même de prise de recul, de mise au vert? Alors après un gros échec, moi je voyage. Je prends mon sac à dos et je pars dans un pays où personne ne voudrait aller en vacances. Par exemple Par exemple, Ouzbékistan, clairement. Tant que c'est pas la Belgique. Ouais, non, ça va. Et puis sinon, au quotidien, sur les petits échecs, c'est un peu le même procédé. C'est se mettre tout seul un peu dans sa bulle. Moi, c'est courir. Voilà, je cours. Pas mal, pas mal. Bon, merci à vous, messieurs, pour ces réponses à nos internautes. Un petit point d'actualité, le conseil numérique va-t-il avoir un rôle dans la campagne présidentielle? Vous allez pousser certains messages? Oui, on va prendre parti pour l'UMP. Non. Coupez, enregistrez, attention. Mais oui, on va appeler effectivement les gens qui se présentent à la présidentielle à s'exprimer sur le numérique. On pense que c'est un enjeu essentiel pour la nation et on ne cesse de dire parlez du numérique, exprimez-vous sur toutes les thématiques transversales du numérique dans les différents sujets et on est à votre disposition si vous voulez qu'on vous aide à y réfléchir. D'accord, très bien. Guillaume, bon courage pour cette création d'entreprise. Bon vent. Merci. Je notais en 2010 dans votre blog, vous disiez que vous étiez tellement convaincu de la valeur de l'échec que lorsque je recréerai une boîte, je m'engage à faire de la discrimination positive sur ceux qui se sont plantés et qui l'assument pour constituer l'équipe. Voilà, guillaumeberthollet@gmail.com. Voilà, si vous voulez nous rejoindre. Des CV. Très bien, merci en tout cas messieurs. J'espère que cette émission ne fut pas un échec, il y a eu quelques couacs quand même. Promis, pour la prochaine, ça sera parfait et je vous l'annonce. On sera le mardi 6 décembre à 10h30 ensemble. Nous serons avec Pierre Kosciusko-Morizet, le fondateur de Price Minister, et Philippe Hayat de 100 000 entrepreneurs. Merci à vous, à très bientôt.